Salut à tous. Les Warriors, c'est ce que je vous propose dans une série de vidéos qui commence là et à venir pour la suite avec, évidemment, on peut pas choisir quelqu'un d'autre que Steph Curry, ni même d'ailleurs que son splash bro Klay Thompson comme miniature, c'est quasiment impossible. On est sur NBA 2K22 et cette équipe, je l'ai toujours affrontée et je ne l'ai jamais proposée en vidéo. D'ailleurs, je ne pense jamais avoir joué spécialement avec. Autour d'un joueur, pour moi, c'est un talent générationnel, bien sûr. On n'a pas de scoop là-dessus. Steph Curry moi, je suis quand même assez d'accord pour dire qu'il a participé à révolutionner le jeu en NBA avec cette manière de shooter excessivement rapide et tellement tranchante. Et puis évidemment, il y a son splash bro, donc le Klay, qui nous manque terriblement sur les parquets depuis, maintenant on peut dire depuis 2 ans en fait. Klay Thompson manque terriblement. Il ne sera pas tout de suite de retour au début de la saison qui s'annonce dans une grosse quinzaine de jours. Mais Klay Thompson est quelqu'un qu'on peut avoir hâte de retrouver également. Je me suis évidemment amusé à essayer de tâter le terrain au niveau des shoots avec cette équipe parce qu'il ne s'agissait pas d'être en incapacité de pouvoir shooter de loin avec de tels joueurs. Et parfois, le nouveau 2K demande un petit peu d'adaptation au système de shoot. Bon, je crois que cette fois-ci, c'est moins le cas que par exemple l'année dernière. Voilà. Les Warriors ont également, à l'image Moses Moody, des rookies qu'ils ont pris en 7 pour Kuminga et en 14 pour Moody, qui peuvent franchement présenter de l'intérêt à développer. Puisque, je pense, dans des registres différents, Moody plus dans celui du poste 3-2, qui peut, je ne sais pas avoir quel avenir, mais en tout cas quelque chose de forcément intéressant. Kuminga, plutôt dans un registre 3-4, excessivement solide. Kuminga, je vous l'ai déjà proposé en vidéo avec le Thunder, mais là on a le, entre guillemets, vrai Kuminga, en tout cas on a la version été 2021 de Kuminga, avec du développement potentiel. Andrew Wiggins est un joueur intéressant, toujours. Et puis, alors Andrew Wiggins, voilà, j'ai peut-être un petit peu plus de mal au shoot, donc voilà, je me suis aussi un petit peu entraîné. Je trouve ça toujours intéressant d'essayer de dompter le timing de shoot des uns et des autres. Andrew Wiggins, vraiment un joueur à suivre parce que s'il arrive à monter son niveau de jeu, ou en tout cas à le maintenir à un certain niveau, y compris sa défense, ça peut s'avérer décisif pour les Warriors sur cette saison, où pas mal de questions en fait peuvent se poser avant qu'elle n'ait démarré, je pense. Draymond Green, c'est le troisième homme évidemment historique de ce Big Three, Curry, Thompson, Green. Il a toutes ces qualités qu'on connaît, un joueur finalement atypique. Là aussi, très bon défenseur. Je dis là aussi par rapport à Klay Thompson. Très bon défenseur. Et puis par contre, il y en a un qu'on est moins habitué, qu'on n'est pas habitué à voir sous les couleurs des Warriors. C'est Otto Porter. Moi, Otto Porter, je vais vraiment en faire une sorte de 6e homme. On pourrait choisir Wiggins, on pourrait faire d'autres choix, mais une espèce de 6e homme qui va jouer souvent poste 4, voire poste 3, avec évidemment un job de 3&D très très évident. Le niveau sur lequel je me suis tout de suite placé, c'est Superstar, dans ce My League que je propose à la fois avec les Sixers et avec les Warriors. On verra un petit peu si les shoots rentrent, si tout ça est correct, mais je pense que ça va se passer assez bien. Bjelica peut avoir vraiment de l'intérêt, et André Iguodala, c'est le retour. Alors à 37 ans, ok, mais moralement, dans le vestiaire, etc., pour des tas de raisons, ça peut être sympa. Kevon Looney, moi je trouve qu'à 73, il est un petit peu volé, le pauvre. Mais bon, voilà, on verra quel rôle on lui donne. Et puis, James Wiseman. Alors ça, c'est quand même un drôle de prodige
que les Warriors ont drafté l'an passé, qui a un vrai beau potentiel. Je ne sais pas tellement comment est-ce qu'il va être développé, Kuminga, parce que finalement, est-ce qu'on va l'alimenter? Est-ce qu'on va beaucoup l'impliquer sur pick and roll, par exemple? Est-ce qu'il va poser de bons écrans? Est-ce qu'il va prendre suffisamment de rebonds? Est-ce qu'il va en gros apporter quelque chose de vraiment spécial à cette équipe? Moi, je le pense, en fait. Mais à ce stade-là, on n'a aucune garantie, parce qu'il n'a pas joué toute la saison dernière, et bon, il sera à regarder de près. Je vais faire une première ébauche de rotation avancée, donc avant d'avoir démarré, avec donc tantôt Wiseman, tantôt Green en poste 5. Ça veut dire qu'on aura donc des séquences entre guillemets small ballesques avec Green lorsque Wiseman se repose, mais je donne quand même énormément de minutes à Wiseman parce que le garçon quand même, il me semble, le mérite. Sinon ce serait faire rentrer un petit peu plus Looney dans la rotation. Ça arrivera peut-être au cours de la saison. Ensuite sur les rookies au sens large, on a parlé de Wiseman, finalement ce n'est qu'un sophomore, hein, donc il est encore sous contrat rookie. Kuminga et Moody, je démarre la saison en leur donnant des minutes et en comblant tout cela avec d'une part Otto Porter, André Iguodala pour ce qui est des postes 3-4, ils en ont totalement le profil. Et puis j'ai tenté le pari Jordan Poole pour ce qui est d'assumer les minutes lorsque Curry n'est pas sur le terrain, donc en essayant évidemment de lui mettre Klay Thompson juste à côté, en lui mettant également Draymond Green, en gros voilà, des petites associations. Et puis Otto Porter, voilà, comme je le disais, je lui ai plus pensé à un rôle de 6e homme. Voilà, hein, je ne dis absolument pas que cette rotation est la panacée. Je pense d'ailleurs qu'en l'état, 18 minutes pour Kuminga et 12 pour Moody, c'est certainement plus que ce qu'ils auront dans l'immédiat, parce que j'ai lu Steve Kerr qui disait que probablement il faudrait un petit peu du temps et qu'ils ne sont pas forcément les deux prêts, surtout Moody. Je pense que Kuminga est peut-être physiquement plus prêt pour la NBA et à ce titre-là pourrait hériter des minutes poste 3-4 des fois pour ce qui est d'un rôle défensif. En revanche, offensivement, à ce stade-là, on n'a pas réellement de garantie. Dans le jeu, c'est amusant parce que Kuminga a une relative aisance sur les 2 points, donc sur le mid-range, sur même les 2 points longs, hein, certains, là où finalement à 3 points, il est encore très très perfectible. Donc ça peut être aussi des petites options, parfois lorsqu'il s'agit de trouver des systèmes ou de marquer un panier sur une situation un petit peu tendue. Au niveau de l'entraînement, je n'ai rien fait que je ne fais pas d'habitude. On est donc sur une stratégie a priori de travail de défense collective, même si je ne suis pas sûr que les Warriors soient l'équipe qui en a le plus besoin, hein, mais en tout cas c'est comme ça que je démarre, on sera toujours à temps d'aviser. Pour ce qui est des cadors, bah, écoutez, ils sont déjà plus ou moins développés, on connaît très bien leur profil, donc je vais plus m'intéresser de près au développement de Wiseman d'une part, sur un entraînement individuel de pivot polyvalent. C'est ce qui en tout cas me semble être l'axe de développement sur lequel on peut miser. Pour ce qui est de Kuminga, plutôt sur un rôle d'ailier, mais ailier polyvalent, parce que je crois qu'il va falloir quand même lui travailler également ses qualités offensives, hein. Donc il y a besoin quand même à un moment donné que ce type-là apporte des points, mais peut-être dans 2-3 ans, je ne sais pas. Moody, c'est un petit peu la même chose, même si j'ai l'illusion de penser que Moody pourrait être peut-être plus contributeur que défenseur sur le moyen terme. Donc là aussi, il va falloir regarder de près ces mecs-là. J'ai ensuite fait un petit peu de mentorat, ça s'y prête particulièrement vu les leaders qu'on a dans cette équipe-là. Ainsi, Wiseman sera drivé par le Draymond Green. Alors je sais que IRL, Draymond Green, il a plutôt pris sous son aile Kuminga, hein, mais il se trouve que
j'avais envie que Wiseman puisse éventuellement bénéficier du transfert d'insigne de Draymond Green pour, voilà, vous voyez, leader défensif, gardien du panier, voilà, des insignes en fait qui sont extrêmement rémunérateurs quand on est ensuite dans la partie. Pour ce qui est de Kuminga, j'ai pensé à André Iguodala, que je trouvais avoir un profil assez proche. En tout cas, si on regarde le Iguodala de début de carrière ou de milieu de carrière par rapport au Kuminga naissant, ça me semble être des petites qualités extraordinaires comme le pro de l'esquive ou le teigne qu'on va ici aller chercher. Et puis pour Moody, donc, pourquoi ne pas envisager un petit Klay Thompson, catch and shoot, spécialiste du corner, et puis expert de l'exploitation des différences de taille, le mismatch. Voilà. Donc très intéressant. Puis Jordan Poole, je crois qu'il faut pas le mépriser. Il faut plutôt essayer de lui donner du crédit. Et alors j'ai choisi 3 insignes Hall of Fame de Curry. Il faut dire que on a quand même affaire à un monstre en NBA, Steph Curry. Alors c'est quand même assez facile de trouver des axes pour mentorer un jeune. Voilà. Alors pour ce qui est donc de l'avancement, je vais vous proposer d'avancer le calendrier sur 8 matchs dans cette vidéo. Le premier va être joué face aux Lakers. Vous voyez, c'est amusant, Westbrook a été positionné en 2, ce que je ne trouve pas aberrant quelque part. Même si le 5 de base des Lakers, quand on l'a vu comme cela, peut éventuellement manquer de shooter, mais ils sortent du banc. Donc ça peut totalement être équilibré. De toute façon, à partir du moment où sur le terrain, on a Anthony Davis et LeBron James, plus l'hyper-athlétique phénoménal Russell Westbrook, je pense que on doit toujours pouvoir s'en sortir. Et cette équipe, évidemment, moi, l'arrivée de Westbrook me plaît beaucoup, en fait, du côté des Lakers. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, comment va se passer l'organisation du jeu ? Il va falloir essayer tout de même de trouver des positions ouvertes pour nos shooters. Il va falloir également essayer de... Moi, je pense exploiter Wiseman sur du pick and roll quand même relativement souvent. Au moins poser des écrans pour permettre des pénétrations. Vous voyez, Klay Thompson commence très très bien la saison là sur le premier match. Il est plutôt adroit, le bougre. Attention, ça c'était Nunn qui avait écarté sur l'aile. Il va ensuite essayer de jouer pour lui. Attention, il est un petit peu gêné, Nunn, mais c'était sans compter avec... C'est qui? C'est Bazemore là qui vient de... Non, c'est pas Bazemore. C'est Malik Monk, bien sûr. Malik Monk. C'est vrai que Malik Monk a signé un contrat relativement modeste. De toute façon, il n'y avait pas le choix parce que l'essentiel de l'argent est monopolisé par les 3 superstars. Et donc, c'est vrai que Malik Monk peut être un intéressant joueur. Après, j'essayerai aussi... dans la mesure des possibilités, c'est pas forcément évident. Tiens, voilà, hop là, raté, dommage, c'était ouvert pour eux. J'essaierai de laisser la balle dans les mains de Draymond Green pour, vous savez, exploiter ce côté point forward, enfin, en l'occurrence, l'ailier fort, un petit peu atypique, qui est capable de faire de très belles passes à ses équipiers. C'est Draymond Green, c'est un rôle un peu spécial dans lequel on pourrait imaginer Ben Simmons IRL dans les années à venir, sait-on jamais. En tout cas, pour revenir sur le match, il y a ce joueur qui honnêtement nous fait un mal immense et face auquel on a du mal à avoir vraiment une réponse, c'est Anthony Davis. Alors pourtant, on rivalise au niveau de l'adresse. Au niveau de l'adresse, ça se passe relativement bien dès ce départ de saison. Ouh là là, qu'elle a fait mal celle-là. Anthony Davis qui contre Steph Curry et Melo à 2 points derrière sur la contre-attaque pour un panier super important, moment décisif puisque ça permet ici aux Lakers de faire le break dans cette fin de match. Derrière, Russ West en pull-up. Ah, c'est quand même aussi son shoot ça. Il faut pas l'oublier, Russell Westbrook, le pull-up à 2 points, il aime ça. LeBron James dans le corner. Je crois que le match est en train de nous échapper.
est en train de nous échapper. Melo également, bam, dans le corner. Qualité offensive ici des Lakers sur la fin de match auront été combinées à quelques bonnes séquences défensives de leur part et on va se faire battre d'entrée. Après, je ne rougis pas, avec 42% à 3 points, je suis assez heureux. Ce qui n'allait peut-être pas tellement, c'était peut-être la maîtrise du rebond. Le rebond, on s'est fait un petit peu dépoutrailler. Faut dire que se sont succédés dans la raquette un Dwight Howard, un D.D. Jordan, avec évidemment Anthony Davis. Et ça gobe pas mal de rebonds. Donc c'était une confrontation qui était difficile sur le plan comme ça du rebond. Steph Curry en relatif maladresse tout de même, à 4 sur 22 en extrapolé. Voilà les éléments essentiels de ce premier match. On va essayer de faire mieux dans ce qui suit. Et ce qui suit déjà aussi très costaud, puisque ce sont les Clippers qu'on reçoit 2 jours plus tard. Les Clippers de PG et Kawhi. Donc là, méfiance totale. Est-ce que Kawhi va nous faire un récital? Est-ce que Paul George va être inarrêtable? Ou est-ce qu'on va finalement arriver à mettre notre défense en place? Et qu'ensuite on va arriver à trouver des positions. Attention, Reggie Jackson qui a re-signé peut s'avérer être un joueur assez dangereux si on commence à un petit peu trop le laisser faire. Toujours pareil dans ces matchs-là. Je concéderai volontiers la trentaine de points global en extrapolé à Kawhi et à Paul George. Moi ça me dérange absolument pas du moment qu'on arrive à limiter les autres. Donc c'est toujours l'histoire. Si tu limites tous les autres contributeurs potentiels, bah c'est pas tellement grave que les stars fassent leur job. Donc là, allez, Draymond pour Clay. Ici, swish. Donc c'est assez jouissif d'avoir comme ça de tels shooters exceptionnels. J'ai rarement ça dans mes équipes. Et donc il faut essayer de les exploiter. Là c'était un petit peu plus original avec Draymond à 2 points en pick and pop. Paul George est bien présent. Mais en fait c'est tout de même la défense qui va nous faire beaucoup de bien sur ce match-là. Et également la domination athlétique de Wiseman, qui n'est absolument pas gêné par un Serge Ibaka, peut-être un petit peu vieillissant ici, pourtant à 79, ça reste Ibaka. Moi ça me paraît être un joueur assez extraordinaire, j'adore Serge Ibaka, mais regardez, on aura vraiment fait mal tant à Ibaka qu'à Zubac par le jeu sur pick and roll. Alors le jeu sur pick and roll, il faut quand même l'avouer aussi, est très rémunérateur sur NBA 2K, y compris 22, puisque au final, après je me suis permis de mettre Draymond sur Kawhi en fait. Je me suis dit que comme ça, il allait un petit peu essayer de l'étouffer quand Kawhi fait tous ses numéros de pull-up à 2 points, etc. Autoporteur qui sort ici d'un écran. La défense aura un peu étouffé l'attaque, on va dire un petit peu trop simpliste des Clippers sur ce match-là. Et derrière, on aura trouvé pas mal de situations relativement faciles. Ce que je retiendrai, c'est également la domination au rebond pour ces Warriors qui s'étaient fait un petit peu assommer par les Lakers. Et en fait, au rebond, là, ça s'est passé de manière bien meilleure. Avec, une grosse adresse, un énorme match de Klay Thompson. Voilà, c'est un petit peu la voie de ce qu'on doit espérer faire. Regardez, que 25 minutes finalement. J'ai sorti les titulaires à la fin, là on était en garbage time. Kawhi aura été bien gêné en fait. Paul George n'aura pas eu suffisamment de ballons. Et quelques jours plus tard, on se retrouve face aux Kings. Alors les Kings, une équipe... supporters des Kings, les pauvres, ils souffrent. Et pourtant... cette équipe pourrait être vraiment intéressante s'il y avait un petit peu plus de cohérence là, sur certains choix et qu'il y avait peut-être un petit peu plus de poigne au niveau du coach. Le 5 majeur, quand on le voit comme ça, vous avez vu Bagley est titulaire dans le 5. On peut se demander en fait si Bagley serait titulaire en début de saison pour les Kings.
Je n'en suis pas tout à fait convaincu, en fait, pour être franc. Moi, j'aurais plus pensé à Richon Holmes en 5. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va trouver, en fait, aussi de l'adresse sur ce match-là. Buddy Hield est ici défendu par, c'est Kuminga, hein, je crois qu'il embête avec autoporteur. Alex Len, il va falloir shooter. Il faut shooter, mes grands. Voilà, vous voyez, on arrive à tuer comme ça un certain nombre de possessions des Kings avec parfois des contre-attaques en plus qui sont assez lucratives, quoi, hein, à l'image de, encore une fois, cette attaque tuée au buzzer du 3e quart-temps. Donc voilà, un match plutôt tranquille, le type de match qui permet de prendre confiance, d'essayer aussi autre chose, avec donc une grosse faiblesse à l'arrivée des Kings face à une équipe des Warriors défensivement supérieure et offensivement pas du tout stoppée par les Kings qui, de mémoire, devait être quelque chose comme le pire defensive rating la saison dernière en NBA. Ça s'est un petit peu retrouvé parce que malgré des adresses pas phénoménales de notre côté, on a quand même raté des shoots. Écoutez, ça n'a pas empêché finalement de leur mettre un carton, mais aussi parce qu'offensivement ils ont vraiment échoué sur ce coup-là. L'extrapolé fait très très mal quand on le regarde. Dans la foulée, c'est OKC. Alors OKC, une équipe en reconstruction, il faut pas leur en vouloir. Robbie et peut-être Josh Giddey auront, ainsi que Shai Gilgeous-Alexander, fait illusion par un moment. Mais tout ça restera tout de même un petit peu juste vis-à-vis d'une équipe comme les Warriors qui après peut se reposer sur tout un tas d'atouts que OKC ne possède pas, hein, très simplement. Voilà, donc un match relativement vite réglé avec du bon Curry, du bon Wiseman, du bon Thompson. Oui, Wiseman, il n'y a pas grand monde pour l'embêter, hein. Du côté OKC, c'est difficile avec Favors de résister à l'intérieur. Match plus équilibré par contre qui s'annonce face aux Grizzlies. Grizzlies, une équipe qu'on va regarder forcément, elle sera très certainement au minimum en play-in, hein, puisqu'on peut se souvenir d'ailleurs que Grizzlies Warriors était une affiche intéressante du play-in. Eh bien, pour ce qui est donc de ces Warriors face aux Grizzlies, l'homme à surveiller est évidemment Ja Morant. Voir un petit peu comment Dylan Brooks se comporte. Quel est l'impact de Steven Adams dans la raquette? Est-ce que ça va nous museler James Wiseman? Est-ce que ça va un petit peu aussi le perturber au niveau des rebonds? J'ai mis Klay Thompson immédiatement sur Ja Morant. Je voulais pas que Ja Morant fasse trop la chanson à Steph Curry. On voit qu'on arrive à comme ça tuer quelques possessions des Grizz avec du jeu en transition. Voilà, assez correct. Début de match donc à notre avantage. On va se détacher ici. Encore une fois, Klay Thompson qui trouve une très belle adresse. C'est plus 10 alors même que démarre le deuxième quart-temps. Là-bas, tout seul dans le corner. Voilà, autoporteur. Ça, ce sont des actions que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je trouve qu'il faut essayer de punir les aides ou les prises à deux de l'IA. Hein, il ne faut pas hésiter. Voilà, on peut essayer de taper des ballons. Essayer de défendre de manière un petit peu rugueuse. Puis sanctionner comme ça à 3 points. Pas à chaque fois non plus. Hein, faut pas exagérer. On ne peut pas avoir l'adresse en permanence pour nous. Et d'ailleurs, ça va être délicat à un moment donné, ce troisième quart-temps, qui va donner lieu à un rapproché des Grizzlies. Et on va avoir quelques très jolies actions. Ici, la passe était somptueuse pour Clark de la part de Ja Morant. Et un petit peu plus tard, en quatrième quart-temps, écoutez, ce sont même les Grizzlies qui vont comme ça prendre l'avantage. Il faut dire qu'on sort à ce moment-là d'une mauvaise période offensive avec peu d'adresse, pas mal d'échecs sur des shoots soit faciles,
soit mettable. Et derrière, on va se retrouver quand même un peu sur le pick and roll pour essayer de reprendre un petit peu le contrôle de ce match qu'on a perdu. Très bon Ja Morant, mais bien défendu ici sur cette séquence où Clay le gêne et Green prend le ballon, et derrière, somptueuse action qui permet encore une fois à Grizzlies de passer devant avec un grand Ja Morant qui dunk sur la tête de je ne sais plus qui. Alors on va essayer de proposer un truc, un écran de Draymond et Steph qui va comme ça chercher la faute. Des fois aussi, il y a comme ça quand c'est très chaud, autant essayer d'aller chercher des lancers francs avec ces joueurs-là. Il y a moyen à la fois de se les faire siffler et à la fois d'en rentrer une grande quantité. Ja Morant ici en échec sur le pull-up. Oui, mais c'était sans compter avec Steven Adams qui, à presque 24 secondes du terme de cette partie, nous remet la balle dedans. -1. Aïe, pas simple. C'était pas simple le match, alors que honnêtement on était encore à +10 à un moment donné, et là je m'en mords les doigts de ne pas avoir géré cette avance. Allez, on va laisser cette possession. Il faut laisser un petit peu le chrono s'écouler. Balle dans les mains de Steph. High screen pour Draymond. Oh là 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 là. Et qui est-ce qui va nous remettre la balle dedans alors que la pénétration de Steph Curry avait été non couronnée de succès. Il a raté le lay-up contre la planche. Allez, il reste 3 secondes 8. Il faut juste arriver à priver les Grizzlies d'une bonne position de shoot. Et le reste se fera tout à fait normalement. Ouais, voilà, ça va. Il y a même une petite aide défensive de Wiggins dès lors qu'on a vu que Ja Morant allait garder la balle pour lui et non pas chercher à passer à quelqu'un d'un petit peu mieux placé. En même temps, en 4 secondes, c'est quand même difficile. Courte victoire donc, limite sur un exploit de Draymond Green finalement, qui chope ce rebond offensif pour remettre la balle dedans, ce qui était pas non plus gagné d'avance. Toute l'importance de ce joueur sur ce genre de match qu'on était en fait en situation de perdre très nettement, mais Draymond Green est passé par là, voilà. Donc tout ceci s'analyse avec, par exemple, encore une fois, moi je trouve une faillite au rebond. Pour moi, il y a une vraie faillite au rebond sur ce match-là, parce qu'il n'est pas normal de laisser autant de nos rebonds offensifs à l'adversaire. Autant Adams est un plutôt bon rebondeur, clairement. Autant pour ce qui est de Jaren Jackson, ce n'est pas exactement le registre préféré du garçon. On a laissé trop de balles, trop de deuxième chance, et au final ça a failli se payer cash. Quand on regarde un petit peu les stats, allez, c'est pas tellement sur cet écran là qu'on va voir le maximum de choses. C'est plutôt, voilà, moi je trouve sur le rebond, il y a trop de rebonds laissés à Adams, même à Brooks, à Kyle Anderson. Il y a trop de choses comme ça qui nous ont échappé. Donc il va falloir y penser, peut-être refaire une rotation, je ne sais pas, réfléchir. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, ok, c'était mignon de mettre des minutes à Moody, de mettre des minutes à 18 minutes pour Kuminga, mais on va peut-être attendre un petit peu, laisser certains bosser dans leur coin et leur donner des minutes un petit peu plus tard, quand ils seront un petit peu plus confirmés. Puis il y a quelqu'un en plus, ça m'embête de l'avoir oublié, même si je m'en suis rendu compte, bien sûr. On découvre pas la présence de Bjelica ici, mais je me dis voilà, Moody, tu vas travailler, Iguodala décale un peu, et Bjelica quand même hérite de minutes. Il peut nous être utile en fait dans le registre du shooter comme ça au poste 4, très très précieux potentiellement. Moody en plus ne fait pas un très bon début de saison, il est gelé. Il y a beaucoup de marge de développement tout de même pour lui. Soyons patients. On n'est pas obligé tout de suite de trouver un rôle forcément très adapté à Moses Moody. En revanche, faire un petit peu plus confiance aux vétérans, Porter, Iguodala, Bjelica notamment. Voilà, donc par contre Poole, j'en suis satisfait. Je trouve qu'il trouve bien sa place en fait dans ce contexte-là. On retrouve encore OKC pour une simulation qui se solde par une victoire assez nette.
Et puis, bon, dans la foulée, Hornets, je simule également. Pas de raison particulière de jouer pour le moment ce type d'équipe-là. Même si j'ai joué les Kings, je suis d'accord, mais voilà. Et puis dommage en fait, on a failli profiter de cette modification de rotation. Finalement, ça a dû être un petit peu modifié très peu de temps plus tard, puisque Bates s'est pété pour 4 à 6 semaines, et donc il faut arriver juste à trouver quelque chose de satisfaisant pour pallier comme ça à 12 minutes à combler. Alors comme j'ai déjà mes titulaires qui sont tous à 33 minutes, je pense pas que ce soit forcément de leur côté qu'il faille surcharger, même si honnêtement moi je mets 33, c'est pour avoir des joueurs pas trop cramés, mais dans la réalité je pense que certains joueraient plus 36 minutes que 33 probablement, mais bon, c'est de la régulière, faut pas s'affoler, on sera toujours à temps de s'adapter si on a la chance d'aller en playoff. Et donc je transfère les minutes de Bjelica carrément sur Porter et Iguodala, parce que c'est eux deux qui me semblent avoir peut-être le profil le plus sérieux. Je ne remets donc pas Moody à ce moment-là, bon, c'est vraiment pas très important je crois. Voilà, on va tenter comme ça, et puis la saison encore une fois elle est longue. Pas forcément un immense fan de Lee, pour ça que je ne l'ai pas encore mis dedans. En revanche, j'aime bien Looney, mais il n'est pas dit qu'ils ne se prennent pas 9 ou 12 minutes là prochainement si je joue un petit peu plus grand avec cette équipe. Et donc, le dernier match de cette vidéo, de cet épisode 1, c'était un choc, entre guillemets, un choc de... Je veux dire pourquoi j'appelle ça un choc. Face aux Pelicans. Je parle d'un choc parce qu'en fait, ce sont deux équipes qu'on pourrait éventuellement considérer comme amenées à se tirer la bourre. Alors évidemment, de deux choses l'une, soit Klay Thompson revient en pure forme et on aura des Warriors qui seront au-dessus de cette équipe-là, IRL, soit on a un petit peu encore de temps avant le retour de Klay, et à ce moment-là, les deux équipes risquent d'être à peu près dans les mêmes zones au niveau du classement de l'Ouest. Voilà. En plus, les Pelicans, c'est une équipe qui est assez intéressante. On imagine tous la pression qu'il y a autour du coach, du GM, de la franchise tout entière sur le cas Zion, puisque Zion a déjà fait 2 saisons en NBA, on a très très bien vu qu'on avait probablement affaire à, là encore, une sorte de phénomène générationnel, et donc à cet effet, voilà, on arrive à tuer quelques possessions, à cet effet se posera dès l'été 2022 la question de sa resignature, de sa prolongation anticipée avec une designated extension. Donc est-ce que Zion voudra? J'ai entendu dire qu'il se murmure qu'en fait Zion serait déjà mécontent. C'est évidemment tout l'inverse qui est affiché dans les médias, mais en même temps le dirait-il. En tout cas, ce qui est clair, c'est regardez, hop là, mythique quoi. Il nous fait tout et n'importe quoi. Le Zion, c'est énorme. Il est impossible à stopper. Et donc, j'essaye même de venir aider avec Wiseman. L'aide était quand même faible. Mais bon, il nous fait de tout. Le Zion, il nous fait très très mal. En plus, derrière, il y a Valanciunas qui se régale. Et quand c'est pas lui, c'est Hernan Gomez qui vient comme ça nous faire très mal au rebond et qui offre des deuxièmes, des troisièmes chances. Zion qui conclut, lui il s'en fout avec 2 mecs sur le dos. Donc une mi-temps exécrable de la part des Warriors. 35%, une ultra domination au rebond, un Zion qui fait son show. Bref, tout faux en fait. Complètement tout faux sur ce coup-là. Otto Porter ne semble pas réellement apte à stopper Zion. Donc on va essayer de lui mettre sur le dos Draymond Green dès que Draymond est sur le terrain, pour essayer de limiter tout ça. En plus, on ne peut pas dire qu'on soit très adroit, ce qui quand même ne nous arrange pas tellement. Les shoots ouverts, Steph Curry comme ça, c'est quand même un petit peu terrible de rater.
Derrière, on rate même les lay-ups. Bref, vous avez compris, ça se passe très mal. Fin de troisième quart, l'écart est encore pire. On est à 22-32, donc je suis à moins 10 en fait à ce moment-là. Ça se passe pas bien. JV au poste. Attention, on a Iguodala en face. Voilà, très bon travail d'Iguodala. On a commencé à se rassurer un petit peu à ce moment-là, avec quelques stops défensifs. Le tout, c'est d'après essayer de convertir les actions. Écran pour Wiggins. On retrouve Draymond. Yes, il est précieux ce Draymond Green. C'est peu de le dire. Pléonasme en parlant des Warriors que de parler de Draymond Green qui est précieux. L'adresse n'est toujours pas là. En même temps, il y a nickel Alexander Walker qui gênait un petit peu Clay, à moins que ce soit Josh Hart, je ne sais plus. Bref, ça se passe toujours de manière très très rugueuse. Voilà, on arrive aussi à gêner à l'intérieur les joueurs. Ici, voilà. Sur la rapidité d'exécution, Zion est absolument intenable. Vous voyez, il a mis plus de points que le reste de son équipe. Graham a été pas mauvais. Devonte Graham est quand même un joueur assez intéressant, même si on ne sait pas, là encore, défensivement, dans quel système est-ce qu'il peut être le moins, on va dire, improductif pour son équipe. Lancer franc raté, c'est insupportable. Insupportable de rater un lancer. Je pense que c'est vraiment par manque de concentration de ma part. Derrière, Graham défendu. Il y a eu mismatch. Et heureusement, Steph Curry, avec ses talents d'anticipateur, va initier une contre-attaque, faire son interception. Et ce sera conclu par Wiggins. Voilà, Wiggins qui met le lancer cette fois-ci. Et on est revenu à égalité. C'était totalement improbable de revenir. Après, je trouve que Pelicans ont un peu déjoué à un moment donné. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient fait depuis le départ et qui nous faisait très très mal. Alors là, bon bah, c'est les alley-oop lancés quasiment au hasard, mais qui, avec Zion, ça termine toujours dans le cercle. Allez, on va essayer d'aller jouer un ballon très très important ici. Curry en sortie d'écran pour les 3 points et nous faire passer devant à 30 secondes de la fin. C'était un hold-up. Si ça continue comme ça, c'est un hold-up total. Allez, on surveille Graham. On embête Zion. Et oui, c'est chose faite. On a défendu cette possession, la plus importante du match en fait, pour les Pels. Quasiment la plus importante. On a réussi à la défendre. Derrière, Wiggins met les 2 lancers. Ça fait plaisir, Andrew Wiggins, sur ce fin de match. Avec ses qualités de slasher et notamment de joueur apte à terminer en contre-attaque. Et derrière, c'est une mauvaise mise en jeu. Quel gag. Quel gag. Pression défensive. Mauvaise mise en jeu sur Graham, qui voulait évidemment shooter à 3 points dans le corner. Et on va ainsi s'imposer dans ce match. Zion se prend la tête, mais je suis entouré par des peintres. Respect à tous les peintres IRL, bien sûr. Mais je suis entouré par des bras cassés. Qu'est-ce que c'est que cette équipe qu'on m'a foutu autour? Je mets 50 points en extrapolé. Et on est infoutu de gagner ce match face à une équipe qu'on a archi dominé au rebond. Doit-il penser? S'il pense ça, il a raison. Et on s'en sort vraiment très très bien. Un pourcentage calamiteux au shoot, notamment Klay Thompson pour l'illustrer, à 4 sur 24 en extrapolé. On a également Jordan Poole qui n'a jamais trouvé la distance. On a Steph Curry qui a été quand même un petit peu en souffrance. 60 points même en extrapolé pour Zion. En revanche, au moins on aura défendu correctement sur Ingram et sur Devonte Graham. Au moins, il faut qu'il y ait une petite satisfaction tout de même. J'arrête là au niveau de l'avancée de saison pour cet épisode. On est bien placé, mais il y a eu des matchs faciles, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Steph Curry et les Warriors. Un vrai plaisir au final. Je ne savais pas tellement si cette équipe me plairait à jouer, bien sûr. Parce que à regarder, oui, c'est le cas. Le facétieux Draymond qui passe devant la caméra. Je pensais pas que ça me plairait autant. Et ouais, je trouve qu'ils sont excitants. Et puis le projet, il est vraiment sexy par rapport à un moyen terme, on va dire. Ou alors, si on pousse plus loin, par rapport carrément à l'après Curry et l'après Draymond Green. À voir. Je vous dis à plus, bye bye.